C'est un réel plaisir pour moi de vous recevoir et puis de répondre à vos questions. Vous avez posé 4 questions. La première, ce qui s'est passé le 4 mai 2015 et pourquoi commémorer le 4 mai 2015. La deuxième, vous avez posé une question sur une réaction du gouvernement, du porte-parole du gouvernement, et par rapport à l'existence, à leur connaissance de l'existence d'une officine ou des officines qui auraient projeté de perturber le Bénin en 2025. Et la troisième question, vous m'avez demandé que vous avez lu sur les réseaux sociaux un certain Badirou Aguemon qui aurait parlé de moi des termes vraiment déplorables. Je vais essayer de vous situer dans le contexte du 4 mai. Le 4 mai, c'est une réaction que j'ai eue et que j'ai eu le soutien des populations, une réaction normale, recommandée contre l'arbitraire et la violence en politique. C'est une réaction que j'ai assumée parce qu'il n'est pas bon que la solution pour un problème politique soit l'instrumentalisation de la puissance publique, de la force publique à des fins partisanes, personnelles et privées. De quoi il s'agit? Nous étions en élection, en campagne électorale, et puis il y a eu des échanges de mots, des mots déplaisants venant de quelqu'un que vous connaissez, qui m'a traité des insanités, des salissures. Je vais vous dire, nous sommes en politique. Les salissures, les injures, dans votre deuxième, troisième question, je vais vous répondre, font partie du discours politique. Parce que la politique a une dimension essentielle que personne ne peut refuser, et c'est la lutte. La lutte à l'intérieur d'une nation, la lutte entre des adversaires politiques, à l'extérieur d'une nation, la lutte entre des ennemis. Mais dans le cadre d'une nation, nous sommes des adversaires, nous ne sommes pas des ennemis. Donc, le régime de 2000, le pouvoir, j'allais dire, de 2015, qui était le concentré de changement refondation, était dans une mauvaise passe, vous le savez. Et puis, j'étais un acteur majeur. Je symbolisais la lutte contre ce pouvoir. Et lors des campagnes législatives, alors que le chef de l'État, le président de la République d'alors, n'était pas candidat, il s'est transformé en directeur de campagne sur le terrain et a eu des propos que je me garde de répéter. Et puis, en politique, c'est normal. Lorsqu'on vous lance des propos de salissures, des choses qui ne plaisent pas, vous n'avez pas à pleurnicher, vous avez à répondre, à donner à la proportionnelle, ou comme vous le voulez. Les campagnes sont terminées, les élections ont eu lieu, et pourquoi il y avait eu ces choses-là venant d'une grande personnalité de l'époque comme ça, qui n'était pas dans son rôle, ce n'était pas son rôle officiel. Et pourquoi? Parce que le discours qu'il proposait, l'offre politique qu'il proposait aux populations ne marchait pas. Leur campagne déclinait, ça prenait de l'eau partout. Et j'avais le meilleur discours, j'avais quand même, je domptais la situation. J'étais l'icône, le symbole d'une action contre ce pouvoir. Et là, on a proclamé les résultats le 2. Ça devait être un samedi. Le samedi 2. Et puis le dimanche 3, nous, on a mis en branle rapidement la stratégie pour contrôler le Parlement. Et c'est là que j'ai eu des fuites, que je ferai l'objet d'une représaille. Pour moi, c'était impensable. C'est comme ça que le lundi au matin, très tôt, il y a eu cet événement malheureux où des forces de l'ordre, des agents de la présidence venant directement sous les ordres personnels du président Yahi Boni, puisque c'est de lui qu'il s'agit, avaient reçu mission de venir m'enlever mort ou vivant, de m'amener mort ou vivant. C'était la consigne. J'ai dû faire face, comme je vous l'ai dit, j'ai dû faire face. Parce que, comme l'enseigne un leader international, le président Poutine, il faut savoir, à des moments donnés, se rendre invisible dans un lieu, dans une salle, ou à des moments donnés, quand les circonstances l'exigent. En tout cas, moi, je me suis rendu invisible. Pourquoi? Parce que, premièrement,
c'était un acte barbare, sauvage, un recours injustifié de la violence, de la barbarie, du non-droit, l'instrumentalisation de la puissance publique contre un adversaire politique pour régler des comptes. C'était pour ça. Ce n'était pas parce que je fuyais une convocation. Non, pas du tout. Je suis un responsable, je suis un homme crédible, digne, intègre et qui tient beaucoup à la régularité, à l'observation des principes. Une convocation, si elle m'est adressée dans les règles, je vais prendre ça et je vais répondre. Mais ce qui s'est passé, c'était indescriptible. C'était un acte crapuleux, une tentative d'assassinat pur et simple. Alors, une fois que je vous ai dit ça, je vais vous dire quelque chose parce que j'ai écouté et j'ai lu aussi sur les réseaux sociaux ce matin quand j'étais avec un groupe de jeunes et puis certaines personnes pour commémorer ce jour-ci où on disait voilà la convocation qui a embrasé Cotonou. Non, il n'y avait pas de convocation. Pas du tout. Les gens s'étaient présentés main nue. Et mon épouse a fait face en disant avez-vous un document venant du procureur ou une convocation régulière? Alors dans la voiture, les gens n'avaient rien du tout. Ils sont ressortis et depuis leur voiture, un de leurs véhicules, ils sont restés sur leurs propres genoux. Ils ont rédigé une convocation mal remplie, mal renseignée. Ils l'ont présentée à mon épouse qui a dit non, ça là c'est irrégulier, ça ne fonctionne pas, je ne prends pas, sortez de chez moi. C'est de là qu'ils ont refusé et aidés d'un autre, certainement plus gradé, ils sont restés sur la terrasse, ils ont rédigé une deuxième convocation. Mon épouse a traité les deux convocations de torchons et de chiffons. C'est ça ce qui s'est passé. Donc, et puis mon épouse lui a dit, même si vous aviez des convocations, la loi ne vous permet pas de les envoyer ici. Vous ne pouvez faire éruption ici qu'en cas de flagrant délit. Et puis, puisqu'il n'y a pas flagrant délit, et que vous venez ici, vous venez, peut-être, si mon époux était ici, si c'était sa maison et que vous veniez le voir, vous ne devez pas oublier qu'il est parlementaire et qu'il est couvert par l'immunité. Vous ne devez pas oublier qu'il y a une session parlementaire en cours. Vous ne devez pas oublier qu'il vient d'être élu, qu'il y a une session parlementaire en cours. Et que la procédure normale, c'était d'adresser votre convocation au bureau de l'Assemblée et il appartient au bureau de l'Assemblée de l'appeler, de lui signifier et de décider de la conduite à tenir. Donc, vous êtes dans l'illégalité. Vous sortez. Et c'est dans ces conditions que nos réseaux sont activés pour qu'une réplique populaire digne du nom soit la réponse à donner à Yaya Bouni et à son pouvoir. C'est comme ça s'est passé. Mais la moralité et l'histoire politique derrière ça, c'est quoi? C'est que si le 4 mai n'était pas possible, si le 4 mai je n'avais pas mis en déroute, grâce à la population, grâce à la jeunesse de Zogbo, la jeunesse de Cotonou et de tout le Bénin, si on n'avait pas mis en déroute ces messieurs le 4 mai, le 19 mai ne serait pas possible. Le 18-19 mai, ce ne serait pas possible. Parce que le 18-19 mai, on doit mettre en place le nouveau bureau de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire élire le président de l'Assemblée nationale pour contrôler le Parlement. Donc le but du 4 mai, ce n'était pas pour faire le solde d'une injure politique ou de grief politique, c'était pour mettre, pour enlever, pour faire taire une des voix prépondérantes, un des symboles de la lutte contre l'arbitraire, c'était pour faire taire cette voix. Et cette voix, c'était moi. Et puis, le rôle que je jouais, et Yaya Bouni est informé du rôle que je jouais. Vous devez savoir que ce n'est pas la première fois que je fais face à des choses de ce genre. Déjà, en 2013, à l'aéroport de Paris, je venais de passer tout le dispositif de sécurité. Et puis, en tant que personnalité, disposant de passeport diplomatique, je devais rentrer dans le tram pour m'amener au bord, à l'embarquement. Mais vous ne devez pas oublier que j'ai été encerclé, conduit de force par la police,
de Roissy, et dans une petite salle où on m'a fait subir des choses comme si j'avais On m'a interrogé que où sont les armes, où est l'argent. Mais j'ai dit aux gens, je n'ai ni armes ni argent, fouillez. Je voyais toujours avec un petit livre et puis mon manteau, c'est tout. Mais j'ai dû faire face à une fouille. Ma valise a été ouverte. Les gens ont failli ouvrir, déchirer ma valise. C'était en décembre 2013. J'ai subi ça. J'ai subi ça. J'ai dans ma mémoire, comme c'était aujourd'hui, au moment où ces gens m'amenaient pour me dire, mais écoutez, il y avait un Libanais, quand il m'interpellait, j'étais avec une personnalité, une personne qui a un individu qui a le trait un peu libanais. Je disais que c'est peut-être l'autre, ils ont dit non, c'est moi. Donc c'est des gens qui ont reçu des signalisations. Ils me cherchaient. J'ai dit non, moi j'ai rien. Et puis, ils m'ont amené dans la salle. Ils ont opéré leur fouille. J'étais là quand un monsieur me disait, mais vous voulez prendre un peu d'eau? J'ai dit, oh, pour faire quoi? Je ne bois pas. Je ne bois pas. C'est dans les films que vous prenez des gens pour vous les soumettre à ces choses. Ils voulaient déchirer ma valise. J'ai dit non, vous ne déchirez pas. J'ai ma clé. Vous savez comment ils ont fait venir la valise? La valise qui était embarquée déjà à bord, dans la soute, j'étais là. Quand il faut revenir, ma valise me demande si c'est ma valise. J'ai dit oui, c'est ma valise. Avec deux dames, policiers de la police, agents de police. J'ai dit c'est ma valise. Et puis, ils voulaient déchirer. J'ai dit non, je sors ma clé, j'ouvre. Et ils veulent s'approcher. J'ai dit vous n'approchez pas de ma valise. Vous vous mettez éloigné, mettez-vous à l'écart. Mettez-vous à l'écart. Ceux qui vont s'approcher de ma valise me font face pour que je puisse voir. Il ne faut pas me faire dos. Et j'ai dit à ces messieurs, si vous fouillez ces valises et que vous trouvez quelque chose d'illicite, je vous jure tout, c'est devant vous que je vais me donner la mort. Parce que ce serait exactement le contraire calamiteux de ce que j'enseigne aux gens, de ce que j'ai fait de ma vie. Je leur dis, si vous observez quelque chose dedans d'illicite et d'illégal, je serai irresponsable, je ne mériterai pas même mon nom, pour deux raisons. La première, je n'ai pas mis dedans, mais j'aurais failli. C'est une défaillance, c'est une responsabilité pour que d'autres puissent mettre dedans. Ce n'est pas possible. Et ils m'ont regardé. J'ai dit la deuxième raison, c'est que j'enseigne l'intégrité, la sincérité, la pureté. Et je ne peux pas justifier qu'on trouve des choses illicites dans ma valise. Et c'est là qu'ils m'ont regardé. Et puis, que s'est-il passé? Quand j'ai ouvert, ils ont fouillé tout, ils n'ont rien trouvé. Ils ont fait tout. Ils n'ont rien trouvé. Maintenant, puisqu'ils n'ont rien trouvé, je leur ai dit, regardez, il y a quelque chose dedans. J'ai dit, vous cherchez l'argent, non? Ils ont dit oui. J'ai dit, prenez ce livre-là. Ils ont pris. J'ai dit, ouvrez le livre. Ils ont ouvert le livre. Ils ont vu une enveloppe dedans. J'ai dit, sortez l'enveloppe. Ils sortent, ils trouvent 3000 et quelques euros dedans. J'ai dit, mais c'est ça. Avec le reçu de change, que j'ai fait ce change-là à Cotonou ici, à Trinity Change ou Forest Change, quelque chose à c'est bon. J'ai demandé à un de mes enfants de le faire avant de partir. J'ai dit, c'est ça. C'est ça. Et puis, ils étaient déçus. Et comme ils sont déçus, je prends le déçu maintenant. Et je dis au monsieur, laissez-moi procès verbal. C'est là qu'ils ont commencé par se regarder. Et vous allez voir ce qui se passe. Il y a un des policiers qui a le teint un peu mat, un peu hindou ou un peu guyanais, je ne sais pas, le teint était basané, un peu genre là. Lui, il était resté à l'écart depuis ce temps. Il a mis la main au menton, il observait. Et quand j'ai demandé le procès verbal, comme il est un peu bronzé, un peu noiro comme moi là, et qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a regardé, on s'est regardé dans les yeux, il s'est approché, il dit, monsieur, je vous aide à arranger vos choses et puis je vous accompagne. J'ai compris ce que ça veut dire. Il est venu à ma rescousse. Parce que là, si je demandais certaines choses, vous savez ce qui peut se passer. Tout ça, j'ai subi tout ça sous le régime de changement, refondation. Parce qu'on a donné des indications, on croyait que bon,
je traînais des mallettes d'argent, de ci ou de ça. Et puis, 2013, c'est la même, dans la continuité qu'on est venu au 4 mai, tenter la même chose. Je vous fais grâce des deux choses. Tout ce que j'essaye d'éviter. Donc, c'est ça le 4 mai. Le 4 mai, c'était une tentative d'enlèvement, d'assassinat, de faire taire une voix. C'est ça qui a raté. Et le calcul de ceux qui faisaient ça, c'était le 19 mai. Le 19 mai, il fallait empêcher l'opposition d'alors de contrôler le Parlement. Parce que si l'opposition contrôlait le Parlement et qu'on ne dominait pas ce Parlement, on ne prenait pas en main ce Parlement, alors le 20 mars 2016 ne serait pas possible. Or, le 20 mars 2016, c'est le second tour où nous avons gagné et à plate couture le système de après nous, c'est nous. Donc, le 4 mai doit être mis dans son contexte. Ce n'est pas un acte de vandalisme. Pas du tout. Ce n'est pas un acte d'incivisme. Non. C'est la réponse appropriée lorsque le pouvoir devient malade, fou, lorsque le pouvoir est pris par l'ubris et devient un pouvoir pathologique, névrosé, pathologique. C'est une réponse populaire. Et c'est ça que je dois recommander à toute la nouvelle génération et à toute génération. Et ça ne se fait pas parce que, par incantation. Ça ne se fait pas incantation. Ça se fait par une préparation minutieuse, une sensibilisation minutieuse, et c'est le peuple qui prend ses responsabilités. Donc le 4 mai, un acte patriotique, un acte démocratique, un acte civique et citoyen, un acte responsable, un acte militant qu'il faut enseigner à la nouvelle génération. Cet enseignement doit prendre en compte comment on se prépare pour rendre possible la mise en déroute d'un pouvoir pervers, malade et fou, et comment on anticipe sur des situations qui puissent être dangereuses pour soi, pour la communauté. Donc voilà pour le 4 mai, c'est un acte patriotique. Et si, je répète encore une fois, si on n'avait pas mis en déroute le changement refondation, si on n'avait pas fait échec au système Yahi, le 4 mai, le 19 mai, Maître Ngouedji ne serait pas président de l'Assemblée nationale. Je profite pour vous dire, je n'agis pas en politique parce que je veux des postes ou je veux des privilèges. Non, pas du tout. Les postes et les privilèges ne sont pas mon leitmotiv en politique. Je vous donne un exemple, et je vais citer des noms, qui sont encore des personnes qui sont là, qui peuvent dire si je mens ou si je dis la vérité. Lorsque le 19 mai, nous avons réglé tout ça, et que le temps est venu maintenant de positionner des gens, le président Bruno Ramoussou est vivant. Il m'a appelé. Il m'a offert le poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale. C'était lui le leader de l'Union pour la Nation. Il m'a appelé. Il m'a dit, avec tout ce que tu as fait, c'est pour toi. J'ai dit au président, mais non, je ne veux pas. C'est vous le président. Vous voyez qui peut. C'est comme ça qu'on a fait le choix il m'a parlé de Rouleté, j'ai dit, il peut prendre. Il est vivant. Je ne dirai rien publiquement qui ne soit démontré ou prouvé, ou pour lequel je serais incapable de donner, de citer des noms. Il appartient à ces personnes que je cite de venir dire non, il ment, il a fabule. Ce ne serait pas possible. Ce serait leur conscience. Ce serait leur conscience. Donc voilà, grosso modo, ce qui s'est passé pour le 4 mai. Je félicite la jeunesse de Cotonou, je félicite les jeunes de Zobo, je félicite la jeunesse du Bénin, je félicite vraiment ce qui s'est passé. Et puis je dis, toutes ces personnes, je ne saurais jamais les remercier. Il y a aussi, je dois rendre hommage à mon épouse, parce que si elle n'a pas été vigilante, si elle n'a pas pris le dessus, elle n'a pas anticipé, analysé rapidement la situation, elle ne m'aurait pas conseillé de ne pas sortir. Je serais sorti. Et si j'étais sorti, l'affaire est réglée. C'est lorsqu'elle a anticipé, analysé la situation, elle m'a donné les signaux que j'ai dit, ok, nous avons une stratégie pour nous rendre invisibles, on va mettre la stratégie en marche. C'est ce que j'ai fait. Donc, j'expliquerai d'autres détails si vous me posez des questions ou au fur et à mesure que nous allons continuer ce débat. Donc, voilà, retenez grosso modo que
Si je n'avais pas mis en déroute Yahya Boni et son schéma le 4 mai, le 18-19 mai ne serait pas possible. Maître Adrien Oungbeji ne serait pas président de l'Assemblée nationale. Ce ne serait pas possible. Et si il n'est pas président de l'Assemblée nationale et que le changement de refondation contrôlait encore le Parlement, en plus de contrôler ces choses-là, le pouvoir en 2016, et le 20 mars 2016, ne serait pas possible. Et voilà. Donc voilà ce que je peux dire sur votre première question. Votre deuxième question qui me demande quel est le statut du discours en politique. Je vais vous dire quelque chose. Le statut du discours politique, il ne faut pas se méprendre là-dessus. Le discours politique n'est pas une causerie d'école maternelle. Ce n'est pas une causerie entre copains d'école maternelle. C'est un discours d'adversité. C'est un discours d'adversité. Et tous ceux qui ont la chance de faire un peu de sociologie, du discours, du langage et de la naissance des cultures et des civilisations, on doit vous enseigner ceci. Le premier qui, au lieu de lancer une pierre, au lieu de lancer un bâton, au lieu de prendre un objet pour répondre à une adversité, le premier qui a porté l'injure est celui qui a amené la civilisation, nous enseignons. La capacité de remplacer la pierre, le coup de poing par l'injure, montre un progrès dans l'humanisation de l'homme. Et le discours politique est un moyen, c'est une arme. Le discours est une arme. Et les injures, le vocabulaire, les mots sont comme des balles, des cartouches qu'on essaye d'utiliser. Tous ceux qui ont fait des cours qui ont enseigné le discours ou qui ont reçu de bons cours sur le discours politique doivent savoir qu'à un moment donné, on conseille même l'insulte en politique. Donc, cessez de faire de l'enfantillage, vous jeunes, vous qui êtes dans la politique, cessez de féminiser, d'infantiliser le discours politique. C'est un discours viril. Il y a même des traités, il y a des dictionnaires sur l'injure, il y a des mémentos sur les gros mots. Tout ça là fait partie de la politique. Les invectives font partie du discours politique. Même, je vais vous dire, la calomnie, les diffamations, les salissures font partie du discours politique. Les non-dits, tout ça là, les gestuels qui provoquent, qui déstabilisent, tout ça là fait partie du jeu politique. La politique, ce n'est pas un jeu d'enfant, ce n'est pas un dîner de gala. La limite qui est enseignée, c'est le mensonge, l'absence de preuves. L'homme politique, quelles que soient les circonstances, ne doit pas mentir. Il ne doit rien envoyer sans qu'il y ait des preuves. L'homme politique doit être un homme de démonstration. C'est tout. C'est la limite à ne jamais franchir. À partir du moment où vous restez dans les frontières des preuves, de frontières de ce qui n'est pas mensonge, mais le reste, ça fait partie de la politique. On ne pleurniche pas. Lorsque en politique, vous avez reçu une petite dose d'injure, vous ne pleurez pas. Vous ne pleurnichez pas. À force de vouloir prendre le discours politique comme pour ce qui n'est pas, alors vous n'avez pas votre place en politique. Vous n'en avez pas. Vous savez combien de fois Joe Biden a injurié Donald Trump? Combien de fois Kamala Harris a injurié Donald Trump? Vous savez combien de fois Donald Trump a joué Joe Biden en parlant même de Joe le dormeur, tout ça? Vous savez combien de fois dans les grandes démocraties et autres là, les injures et autres là, je ne vais pas citer. Et dans les débats de deuxième tour, débats politiques et autres là, combien de fois on utilise des mots pour déstabiliser? Même parfois, quand vous faites des cours de rhétorique, on vous dit, si parfois vous êtes déstabilisé dans le discours, injuriez l'autre. Injuriez-le pour le déstabiliser. Alors, qu'on cesse de parler d'injure, de ci ou de ça. Alors, et puis, qu'est-ce que les gens appellent l'injure?
Moi, dans aucun de mes discours, je n'injurie. J'emploie du vocabulaire. Lorsque les gens ont des déficiences en lexique et en vocabulaire, ils peuvent confondre les choses. Quelqu'un fait de la dictature, vous dites qu'il est dictateur, on dit que vous l'injuriez. Quelqu'un fait du mensonge, vous dites qu'il est menteur, on dit non. Vous n'allez pas dire qu'il est menteur, vous allez dire qu'il fait économie de vérité. En disant qu'il fait économie de vérité, vous encouragez le mensonge. Il faut dire qu'il est menteur. En disant à un dictateur qu'il est autoritaire, parce qu'on fait de la dictature, vous dites qu'il est autoritaire, qu'il fait de la démocratie, vous encouragez la perversion de la démocratie. Et in fine, vous allez faire décourager les gens de la démocratie. Vous devez appeler les gens par leur nom. Vous devez poser le discours, pousser les gens dans leur dernier retranchement par rapport au discours. Et pour le faire, vous devez maîtriser le discours. Donc, voilà ce que je peux vous dire sur vos curiosités sur le statut du discours, jusqu'où le discours peut aller, jusqu'où le discours ne peut pas aller. Je vous dis concrètement et clairement, le discours peut aller partout, sauf le mensonge et l'absence de preuves. Sauf le mensonge et l'absence de preuves. Et vous ne devez jamais oublier ceci. Celui qui injurie prend des risques et doit savoir mesurer les risques. C'est pourquoi il doit nécessairement avoir ne pas franchir les limites du mensonge. Il ne doit pas franchir les limites du mensonge. Et il doit être dans le style de démonstration de ce qu'il avance. En dehors de ça. Par exemple, quelqu'un vous dit, oui, voilà, quelqu'un, il a réalisé des choses, vous ne devez pas peindre tout en noir. Mais c'est encore grave. Chacun est libre de peindre avec la couleur que bon lui semble. Que bon lui semble. On ne peut pas féliciter quelqu'un pour ce qui est ordinaire, je l'ai dit. Pour ce qui est là. Vous devez marcher. Vous marchez, on dit de vous applaudir que vous marchez. Vous êtes un handicapé, excusez-moi. Vous êtes un malade? Non. Donc voilà ce qu'il faut entendre par ce que je peux vous expliquer sur la question du discours. Votre troisième question, c'est par rapport à une déclaration du porte-parole du gouvernement. Vous savez, vous m'avez dit, mais moi aussi je l'ai écouté, que le porte-parole du gouvernement, dans une de ses dernières sorties, a dit que il existe qui sont au courant que nous, parlant de lui et de nous, ce nous doit être un nous du gouvernement, un nous de l'État, un nous officiel du gouvernement, qu'ils sont au courant de l'existence d'officines au pluriel, et le journaliste d'officines qui ont le programme de déstabiliser le Bénin dans le courant de l'année 2025. Alors, le journaliste a posé la question, ah bon, officine à l'intérieur ou à l'extérieur? Il dit à l'intérieur comme à l'extérieur. Mais c'est grave comme déclaration. Il dit en 2025, s'il dit ça, c'est qu'ils sont déjà au courant avant 2025. Et s'ils sont au courant avant 2025 et qu'ils ne brident pas et qu'ils sont dans ce schéma, alors c'est grave. C'est grave. C'est grave. Personne ne peut entendre cela dans un pays et se taire. Il ne faut pas que les gens viennent jouer à de la manipulation. Et je voudrais vous dire quelque chose, vous qui êtes encore jeunes, je voudrais vous dire de faire très attention avec la manipulation politique, l'instrumentalisation. Vous savez, la politique en politique, il y a quelque chose qu'on appelle l'invention de l'ennemi. L'invention de l'ennemi est une stratégie de manipulation par la peur. Avec le concept, la théorie de l'invention de l'ennemi, on invente l'ennemi. On invente l'ennemi et parce que l'ennemi inventé, on le diabolise, on dramatise, on extrapole, on hyperbolise ça de telle manière que vous ayez peur et que le manipulateur se substitue à vous pour être celui qui va vous mettre à l'abri de cette peur. Je pense que nous devons décourager la manipulation de la peur. Parce que le timing proposé par et soutenu, affirmé par le porte-parole du gouvernement, est un timing grave.
2025. 2025, c'est quelle année? 2025, c'est la dernière année de Patrice Talon au pouvoir. C'est la dernière année de la rupture. Puis 2026, c'est à peine le premier trimestre, cette affaire est réglée. Mais pourquoi inventer et inspirer la peur, l'instrumentalisation de la peur? Non, pas du tout. Vous devez faire très attention. Ils sont en train d'instrumentaliser la peur. Et au détour de cette instrumentalisation, il y a beaucoup de choses qu'il faut anticiper et leur dire n'allez pas sur ce terrain. On ne va pas prétester de la peur des officines pour que la tenace ne se joue pas. Parce que après les obstacles du code, après les manipulations constitutionnelles, après tout ce que vous avez vu, qui sont le lot de ceux qui sont du camp, de ceux qui sont en train de parler, voilà ce qu'on vous sort dans un contexte où le code électoral est un code plus que jamais exclusif. Un code plus dangereux qui contient des éléments plus dangereux que le certificat de conformité. C'est de ça qu'il s'agit. Le débat n'est pas l'instrumentalisation de la peur. Le fait de prendre le terrorisme pour instrumentaliser le terrorisme et l'inviter dans la sphère politique et rester derrière pour faire croire que les hommes politiques à l'intérieur du pays sont de connivence avec des réseaux terroristes. Non, c'est facile ça. Je dirais au gouvernement de sortir de ce jeu. Sortez de ce jeu parce que ce que vous voulez faire, on vous attend. On vous attend sur ce que vous voulez faire. Et ce que vous voulez faire, seuls les naïfs ne veulent pas comprendre. Mais moi, je me suis évertué, je m'évertue à dire à tout le monde ce que vous voulez faire. Vous voulez faire la clochardisation de la fonction présidentielle. C'est ce que vous voulez faire. Et en dehors du fait de confisquer le pouvoir, vous voulez maintenant clochardiser. Et je vous ai posé la question plusieurs fois de nous dire ce que vous mettez dans la refonte complète du système dont a parlé Vlavono. Vous n'avez pas répondu. Tout le débat est là. La refonte complète du système. Regardez même vos propres codes, votre propre code électoral. Dedans, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. J'ai écouté dernièrement Victor Tokpanou, qui est un professeur, pas n'importe quel professeur. Il est maître de conférence. Et il enseigne les sciences politiques. Et il vient devant tout le monde, Victor Tokpanou dit, oui, ce qui se passe là, c'est pour éviter la catastrophe que nous avons proposé l'accord de gouvernance. En réalité, ce qu'ils ont mis dans leur document, ils ont mis un thème un peu bizarre, un accord de coalition parlementaire. C'est-à-dire, ils vont faire un accord pour gérer ensemble, pour une activité parlementaire ensemble, coordonnée ensemble. Et ce document doit se faire avant les élections et il y a une pièce qui doit être ajoutée au dossier de déclaration de candidature, donc au dossier électoral. Et ce document va être pris en compte pour qu'on répartisse les voix et qu'on attribue les sièges. Et on me dit que ce n'est pas une alliance électorale. Parce que avant, dans un autre article, l'article 40 de la même loi, il est dit que les alliances électorales ne sont pas admises, ne sont pas autorisées à déposer des listes. Alors, si des alliances électorales ne sont pas habilitées à déposer des listes, mais pourquoi vous dites qu'il y a une alliance, un accord de coalition qui doit être un document qui doit être déposé sur le dossier de candidature électorale? Alors, c'est des gens qui jouent, qui font de la filouterie sur les tests, parce qu'ils écrivent des tests qu'eux-mêmes ils n'arrivent pas à comprendre, et chaque jour, ils sont en train de réajuster. C'est ceux-là que j'appelle des tireurs de ceintures au bord des voies, comme les Bécanéens, qui tirent des ceintures en 8 et vous jouez au sort. Je les appelle des joueurs de casino électoral. Et moi, j'ai dit non, on ne peut pas transformer un système politique, on ne peut pas mettre un système politique, on ne peut pas mesurer un système politique par le système de casino électoral.
Donc voilà un peu ce qui se passe. Prenez le code électoral. Et eux-mêmes disent, dans certaines déclarations, ce qui est ahurissant, ce qui est grave, ils disent, mais si les élections ne sont pas, personne n'arrive à avoir les 20%, alors on dira que le processus électoral n'est pas fructueux, les élections sont infructueuses et la Cour constitutionnelle va décider. Mais qui est la Cour constitutionnelle? Une Cour constitutionnelle dont les éléments, des institutions dont les éléments signent une déclaration, mettent leur nom sur un document qu'un autre, comme ça, va mieux, authentifie, alors qu'il n'a aucun pouvoir d'authentification. Donc,